Amis des alimentations, bonjour. Comme je vous l'avais annoncé lors de mon dernier live, aujourd'hui on va faire une vidéo qui vous montre un petit peu quels sont un petit peu les critères d'appréciation, qu'est-ce qu'on peut mesurer, regarder sur une alimentation de labo pour savoir je veux dire, un petit peu son niveau de qualité global. En gros, c'est un petit peu comment moi je regarde les appareils pour derrière vous donner mes impressions dessus. Pour illustrer ça, on va faire un exemple pratique avec cette alimentation là, qui est une Ammatech HM310T que vous êtes assez nombreux à avoir demandé de tester, donc voilà, ça va être une occasion. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on évalue comme ça un appareil, en gros, il y a deux sortes un petit peu de critères. Il y a des critères que je pourrais appeler objectifs et subjectifs. Les objectifs, c'est des choses, je veux dire, qui se mesurent. Par exemple, si une mesure est bien faite, la justesse de la tension de sortie, le niveau de bruit, tout ça, c'est des choses, voilà, c'est des faits, quoi. Voilà, on mesure. Là-dessus, on peut avoir une opinion, je veux dire, qui, quelque part, se discute pas, à part éventuellement la qualité de la mesure. Mais il y a toujours aussi une part subjective qui est, je veux dire, un petit peu le ressenti. Alors, c'est important de le donner, mais il faut pas oublier que dans un cas comme ça, c'est pas une vérité absolue. Par exemple, c'est un peu les goûts, les couleurs. Moi, je peux dire que telle ergonomie ne plaît pas, ou que telle couleur me plaît pas, ou me plaît, ça veut pas dire que dans l'absolu, c'est bien ou pas bien. Donc sur ce genre de critères, c'est bien sûr à vous, en fonction de vos propres goûts, votre propre sensibilité, de les voir. Alors quand on évalue un appareil, il y a quand même quelque chose sur lequel j'insiste toujours, c'est ça. C'est quoi? C'est les spécifications du constructeur. Quand on achète un appareil, généralement, il y a toujours avant des specs, specs qui sont généralement accessibles avant d'acheter l'appareil, qui vous donnent en gros les performances. Voilà, elle va jusqu'à 32 volts, elle peut donner jusqu'à 10 ampères, mais voilà, elle dit par exemple que elle peut avoir une régulation inférieure à 0,1% plus 5 millivolts. Ça, c'est en gros, c'est la promesse du constructeur. Si vous mesurez, par exemple, 3 millivolts, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est-à-dire, vous êtes mieux que ce que le constructeur vous a promis. Si par contre, vous mesurez 1 volt, là, oui, bien sûr, il y a quelque part tromperie. Donc ça, c'est toujours, pas sûr, quelque chose d'important. Après, ça peut toujours se discuter parce que malheureusement, souvent, les conditions de mesure sont pas forcément indiquées. Donc des fois, c'est pas forcément facile de revoir ça. Mais enfin bon, ça donne quand même, je veux dire, une bonne idée. Alors, donc moi, quand je reçois un appareil, voilà, là, je l'ai reçu ici dans cette boîte que on va ouvrir. Bon, l'emballage, c'est quand même quelque chose d'important, je veux dire. Ça m'est arrivé, c'est assez rare de recevoir des appareils qui étaient plutôt mal emballés ou avec des emballages fragiles, et dans ce cas-là, déjà c'est un mauvais point, mais ici, non, de toute façon maintenant les 3/4 sont livrés comme ça, dans ces coques-là, qui généralement les protègent plutôt correctement. Donc, on va sortir l'appareil, voilà. Et donc, dans les premières choses qu'on peut aussi voir, c'est, en gros, c'est qu'est-ce qui est livré avec. Là, on voit l'appareil, on voit qu'avec il y a une notice, un câble USB, vu que c'est une alimentation qui a priori est programmable, le câble d'alimentation secteur, bon là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, généralement c'est standard. Là, alors c'est pas forcément fourni avec, on voit qu'ici il y a un câble, bon, qui n'est pas une super souplesse, mais voilà, banane, crocodile, bon, c'est quand même mieux que rien. Et la documentation. Alors la documentation, c'est quelque chose éventuellement d'important. Alors déjà, on peut toujours regarder les langues disponibles. Et là, on peut voir que on a de la chance. Il y a une partie en français. Bon, comme je l'ai souvent dit, pour moi, l'anglais est généralement suffisant, parce que faire de l'électronique sans maîtriser l'anglais, ça me fait toujours un peu rigoler. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quand même ici une documentation français. Donc ça, voilà, pour ceux qui maîtrisent mal la langue de Shakespeare, ça c'est plutôt, on va dire, un bon point. Alors après, on peut regarder un petit peu la qualité globale de l'appareil. Bon, là, c'est pareil, c'est un critère un peu subjectif. Là, on voit que c'est un boîtier en tôle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, que faire une alimentation à découpage qui, a priori, va quand même souvent générer quand même plus de parasites qu'une linéaire. Ça fait quand même un blindage. On peut voir ici qu'il y a un ventilateur qui va permettre de la refroidir. Voilà, ici donc la prise USB qui permet de la faire, et là, alors, on voit qu'il y a une protection. Donc voilà, ici pour l'appareil. Bon, au niveau qualité, je dirais, sinon, l'impression ça fait quand même un petit peu cheap, un petit peu devant, mais enfin bon, les boutons sont en silicone, là, le bouton ici est cliquable, voilà, ça on va dire que
Pour cette gamme d'appareils, c'est tout à fait acceptable. Alors là, on peut voir que il y a la sortie qui a priori est à l'écartement standard de 19 mm, qui est l'écartement, on va dire, standard ici des prises. Et ça, alors pour moi, c'est un critère qui est important, qui fait que on peut utiliser tous les petits adaptateurs que je vous ai montrés là, standard prise banane, qui généralement pas faisable des fois quand ça ne respecte pas. Par contre, alors, ils ont fait un truc qui est un peu un standard, mais qui pour moi est un standard idiot. C'est-à-dire que cette alimentation, comme on le voit, elle a ici une terre, et ici la sortie moins, la sortie plus. Et donc, comme toute alimentation, on peut choisir de dire qu'elle est flottante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée par rapport à la terre. À ce moment-là, il suffit ici d'enlever cette barrette là qu'il y a, on va dire, entre les deux, là. Voilà, alors apparemment, par contre, pour l'enlever, il faut tout dévisser. Ça, par contre, c'est pas très pratique. Voilà. Généralement, ce qu'on fait, c'est que il y a un truc coupé ici. Enfin bon, c'est pas quelque chose qu'on change forcément tous les jours. Ça permet donc de dire, voilà, soit elle est flottante par rapport à la Terre, soit on référence une des bornes par rapport à la Terre, qui peut être le moins, qui peut être le plus. Maintenant, il faut reconnaître que dans 99,9% des cas, ça sera le moins. Et c'est là que c'est un peu débile, parce que si on veut pas qu'elle soit flottante, le fait d'avoir mis la Terre ici, pour le coup, on peut plus utiliser l'écartement standard. Ça aurait été, à mon sens, plus malin de mettre la Terre ici, et le moins là. Alors je ne sais pas si ça sera possible de le modifier, mais voilà. Bon, c'est pas un point vraiment négatif, mais moi personnellement, j'aime pas trop ça. Il faut voir qu'elle offre 2 sorties USB. Bon, ça maintenant, ça se fait de plus en plus sur les alimentations. Généralement, c'est indépendant de la partie alimentation, mais c'est vrai, comme on a plein de trucs maintenant qui se chargent via USB, des outils, des trucs, ça c'est plutôt une bonne chose. Là, on peut aussi voir quelque chose qui, ma foi, est aussi pour moi un bon point. Alors c'est pareil, ça c'est un critère un peu subjectif, mais je veux dire, c'est que c'est un vrai interrupteur marche arrêt. Ouais, c'est un interrupteur mécanique. Ça veut dire que quand cette alimentation-là, elle est connectée au secteur, quand le bouton ici est coupé, elle consomme rien, elle est déconnectée. Elle n'est pas dans un mode veille. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'aime pas tellement ces appareils, maintenant, c'est un peu la mode, où, en fait, quand ils sont arrêtés, ils sont en veille. Alors pour moi, pourquoi c'est embêtant? Bon, c'est pas tellement la consommation, souvent ça consomme que dalle, mais c'est le fait que moi j'aime bien aussi qu'il n'y a rien de branché dans un labo quand je suis pas là, par exemple. Je sais pas s'il y a une surtension, un orage, n'importe quoi, ça me paraît quand même pas une très très bonne idée. Donc ça, pour moi, le fait qu'il y ait un vrai interrupteur ici, ça c'est un bon point. Un autre bon point, il est devant. Parce qu'il y a des alignes, je vous en ai déjà montré, où ils mettent l'interrupteur derrière. C'est vrai que c'est plus pratique, ça évite d'avoir le secteur qui se balade à l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est chiant. Surtout comme moi, on a l'habitude d'empiler un peu les appareils. Le fait que le bouton soit derrière, pour moi, c'est vraiment quelque chose de négatif. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Un deuxième bon point tout de suite qu'on peut voir, c'est qu'on voit qu'il y a une mise en route ici de la sortie de l'alimentation via ce bouton. Ça, c'est aussi un bon point. Pourquoi c'est un bon point? Parce qu'il y a des alimentations qui n'ont pas ça. C'est-à-dire, en gros, pour les mettre en route, soit on les met en route directement, mais c'est pas très bon, parce que souvent, quand elles se mettent en route, ça cafouille un petit peu au démarrage, ou alors, faut brancher ou débrancher. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi, d'avoir ici ce bouton de mise en route ou d'arrêt. À ce niveau-là, je veux dire, voilà, pour cette première analyse qu'on pourrait dire statique, c'est quand même globalement positif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 sortes un petit peu d'alimentation maintenant. Il y a les alimentations dites linéaires et à découpage. Les alimentations linéaires, c'est des alimentations un petit peu à l'ancienne mode, dans lesquelles il y a un transformateur qui marche à la fréquence du secteur, et derrière, généralement, un pont de diode, éventuellement une pré-régulation, choses comme ça. L'avantage de ces alimentations, c'est souvent qu'elles génèrent très peu de parasites à chef, parce que tout ce qu'elles vont avoir, c'est éventuellement un résidu d'ondulation à 100 Hz, en sortie, mais c'est tout. Par contre, le prix à payer, c'est que si on veut une alimentation, par exemple de 32 volts 10 ampères, ce qui fait quand même 320 watts, elle sera beaucoup plus lourde et beaucoup plus importante que celle-là. Celle-là, elle est lourde, mais enfin bon, de façon tout à fait raisonnable. Et ça, le gros avantage des alimentations à découpage, c'est qu'elles vont être quand même beaucoup plus compactes, et surtout, elles auront un bien meilleur rendement. C'est-à-dire qu'il y a des chances que, même en pleine charge, elles chauffent quand même beaucoup moins. Par contre, le prix à payer des alimentations à découpage, c'est que généralement, il y a un niveau de parasite à chef plus élevé qui dépend un petit peu de la qualité ici du filtrage. Et ça, si on dispose
je veux dire, d'un oscilloscope, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer. Alors une autre mesure que l'on peut faire, qu'il faut d'ailleurs faire, c'est quand même vérifier que la Terre est bien connectée. J'ai des fois reçu des appareils où c'était pas bien le cas. Donc pour ça, on va brancher la fiche de Terre. Vous pouvez utiliser un testeur de continuité, un ohmmètre, et vérifier que, ben voilà, entre la Terre ici, de la prise, et la sortie de Terre ici, on a bien continuité, ce qui ici est bien le cas. Donc il n'y a rien à dire. On peut aussi vérifier que, en l'absence ici d'avoir relié justement cette borne à la Terre, ben là on n'a pas cette continuité avec la Terre, ce qui est bien le cas aussi, ce qui prouve qu'elle est bien flottante. Donc ça c'est plutôt aussi quelque chose qu'il faut vérifier, mais c'est un peu, on va dire, le minimum syndical, mais il est bon de le vérifier. Je vous rappelle, j'avais reçu une fois un appareil où la borne de Terre était vissée sur le boîtier plastique de l'appareil, ce qui m'avait bien fait rigoler. Donc voilà. Alors il y a une autre chose ici par contre qui n'est pas dans les specs, alors ça me gêne toujours un peu, c'est la tension justement de mode commun admissible. Je rappelle que le fait que l'alimentation ici soit flottante par rapport à la Terre, ça veut dire que si on en a deux par exemple, on pourrait très bien connecter le plus de celle-là sur le moins de l'autre pour avoir une alimentation symétrique et une alimentation ici négative. Il n'y a rien qui s'y oppose. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours quand même une tension max autorisée entre, je veux dire, les bornes de sortie, au moins la borne moins et la Terre par exemple. Si par exemple vous vouliez mettre cette alimentation-là en série avec une alimentation, n'importe quoi, qui donne 100 volts, dans l'espoir d'avoir 132 volts, il y a des chances que ça se passe mal en fait. Et si vous faites ça, vous allez probablement détruire l'alimentation. C'est ce qu'on appelle la tension de mode commun maximum. Or ça, normalement ça doit être dans les specs, mais là malheureusement, je vois que ça y est pas. Et ça c'est gênant. Et il faut savoir que sur ce genre d'alim, souvent la tension de mode commun maximum, elle n'est pas énorme. Ça va être de l'ordre, des fois, de 30 ou 40 volts, pas plus. Donc méfiez-vous quand même, vu que c'est pas spécifié. Si vous ne reliez pas la sortie à la Terre, ce qui est des fois très pratique, hein, ça on n'est pas obligé de le faire, de bien quand même faire attention à ce que les tensions entre la Terre et les bornes ne dépasse pas quand même une trop grande valeur, ça peut ici les endommager. Donc voilà, là on va dire qu'on a fini un petit peu l'analyse statique. Alors une autre chose qu'on peut quand même regarder, c'est, on va voir, alors c'est une animation qui est programmable, et il donne ici un câble. Alors par contre, ce qui est vraiment pas bon, c'est que j'ai recherché un petit peu sur internet, il y a très peu de docs. On va voir qu'il y a un soft qui est livré avec pour la programmer, qui est ma foi plutôt vraiment minimal, mais il n'y a aucune doc du protocole, c'est sans doute du SPI, mais voilà, j'avais trouvé nulle part la documentation, ce qui fait que elle est programmable, mais je veux dire, si on peut pas vraiment éventuellement la programmer comme on veut, c'est un petit peu, je veux dire, dommage. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est surtout dans un usage amateur, c'est quand même pas généralement le truc qu'on cherche le plus, mais voilà. Toujours, quand vous achetez un appareil, si votre but est de l'utiliser justement pour ce côté programmable, assurez-vous toujours avant qu'on trouve bien les docs de programmation ou les softs qui vont bien, parce que des fois, on peut être déçu par rapport à ça. Ce qu'on va faire maintenant, maintenant qu'on a fait un petit peu cette analyse statique, on va la brancher déjà et faire, regarder un petit peu comment elle fonctionne, et après faire les premières mesures que l'on peut faire. Donc là, je suis retourné dans mon lab où j'ai quand même plus d'appareils de mesure à ma disposition. Pour info, vous voyez, j'ai fait la petite modif dont je vous parlais ici, et en coupant simplement là un bout, c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus facile si on veut la séparer de la Terre ou la mettre. Voilà, ici on n'est pas obligé de tout dévisser. Et donc là, les fameux adaptateurs dont je vous parlais, c'est des trucs comme ça. Et là par contre, on voit qu'ils respectent bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va pouvoir faire la première mise en route. Donc voilà. Bon, alors bon point, ça démarre très vite. Hein, c'est vrai que maintenant, on voit des fois, il y a des appareils programmables qui mettent un certain temps à s'initialiser. Là, il n'y a rien à dire. Alors, cette alimentation offre 4 affichages. La tension de sortie, le courant de sortie, si elle est en route ou pas, et ici on a le temps. En fait, c'est pour ça que c'est la HM310T Amatec apparemment fait d'autres alimentations qui n'ont pas cette possibilité, et ce T ici, donc c'est le temps de mise en route, alors qu'il est toujours en secondes. Alors c'est bien et pas bien. Pour des temps courts c'est pas mal,
Maintenant, c'est vrai que si on veut regarder le temps de charge ou quelque chose comme ça, bah après, il faut faire des conversions. Bon, c'est pas la mort, mais ça aurait été peut-être plus malin pour moi de passer après un affichage au moins en minutes. Enfin bon. Donc là, on voit que la sortie, alors quand c'est vert, c'est que la sortie est en route, quand c'est rouge, c'est qu'elle est enlevée. Et là, alors ça c'est quelque chose qui est aussi toujours intéressant, qui est un peu standard un peu sur les alimentations. Là, la sortie n'est pas en route, et on voit qu'il y a un courant, mais le courant qui est affiché ici, c'est la limitation de courant, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc là, elle est réglée à 200 mA, sachant que cette alimentation, comme on va le voir, a aussi une OCP, un Overcurrent Protection, et une OVP, Over Voltage Protection, qui permet justement d'avoir un autre mode de fonctionnement. Je rappelle que quand on est en mode limitation de courant, ça veut dire que là, le courant va se limiter à 200 mA. Si le courant consommé dépasse cette limite, elle va baisser sa tension de sortie de façon à ce que le courant ne dépasse jamais 200 mA, quitte à le baisser à zéro quasiment. Alors qu'en mode OCP, quand le courant, la limite OCP va être franchie, à ce moment-là, elle va carrément s'arrêter. De même qu'en OVP, si la tension de sortie dépasse la limite qui a été mise, elle va aussi se couper. En fait, personnellement, je trouve que sur les alimentations de labo, le mode OCP, quelque part, il est mieux. C'est la limitation de courant. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe mal, je veux dire, il y a du courant qui continue à passer. Je trouve que c'est pas idiot d'avoir ici cette Overcurrent Protection. Donc là, on a les deux. En même temps, cette alimentation, elle propose jusqu'à 6 mémoires qui permettent de mémoriser à la fois une tension et un courant max. Donc ça peut être intéressant sur les tensions qu'on utilise. Et alors, elle a même un mode qui est un peu bizarre, qui utilise aussi ça, on va le voir, c'est le mode list. En fait, le mode list, ça va permettre de dire, par exemple, du 15 volts pendant 25 secondes, du 20 volts pendant 30 secondes, et ainsi de suite. Et ça tourne comme ça. Alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est que pour le list, ça utilise les mêmes mémoires que celles mémorisées ici, que je trouve un petit peu bizarre, parce que si on voulait faire comme ça, un truc cyclique, souvent, on ne choisirait pas les mêmes tensions que là, qui vont être des tensions plutôt genre 5 volts, 12 volts, 15 volts, quoi. Bon, ça aurait été plus malin pour moi d'avoir des mémoires différentes. Donc pour régler la tension, donc là c'est classique. On choisit ici le bouton et on peut choisir, voilà, en cliquant le bouton, la résolution, voilà, sachant que ça monte à 32 volts. Bon, ça on va dire, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment très classique. Pareil pour régler le courant, on appuie ici sur I et pareil, on va régler le courant de la même façon. Donc là-dessus, pareil, il n'y a rien de spécial à dire. Et donc quand on la met en route, voilà, on a à ce moment-là, comme on peut le voir, là le courant, il n'y aurait pas de charge, donc il n'y en a pas de consommé. La puissance, qui est le produit du courant par la tension, la puissance elle est à 0, vu que 10 multiplié par 0, ça fait bien 0. Et là, comme on peut le voir, on a le temps en secondes de mise en route. Donc, voilà. À présent, ce qu'on peut dire sur ce thème. Bon, au niveau de l'ergonomie, du temps de réponse, des commandes et tout, là-dessus, honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors, quelles mesures on peut faire? Alors, on peut faire énormément de mesures sur une alimentation, je ne vais pas toutes vous les faire, mais on va faire déjà les plus simples, et surtout, on va commencer avec celles qu'on peut faire avec le minimum d'équipement. Or, la première mesure qu'on peut faire, c'est la justesse de la tension de sortie. Donc là, on voit qu'on lui demande 10 volts. Est-ce qu'elle donne bien 10 volts? C'est ça ce qu'on appelle la justesse. Alors pour ça, bien sûr, il va falloir utiliser un multimètre. Donc tout va dépendre après du multimètre, sachant que, n'oubliez pas que dans les mesures, il y a toujours des erreurs. Donc il y a déjà la justesse de la tension, c'est 10 volts, mais pas forcément 10 volts pile 0,0,0. Mais en même temps, il y a aussi l'erreur du multimètre. Donc pour, vérifier la justesse de la tension, ça sera à la fois, l'erreur de l'alimentation plus l'erreur ici du multimètre. Donc là, je vais utiliser mon Yoki, qui est plutôt, un bon multimètre. Et donc, je vais mettre ici en volt continu. Et derrière, on va venir se brancher ici sur la sortie. Et donc, je mets entre le moins et le plus.
Donc là, je suis bien en mode voltmètre. Donc là, si je mets en route la sortie, on voit que 10 volts, 10 volts, là-dessus, on ne peut pas faire mieux. Hein. Que demande le peuple là. Si on monte, on peut regarder, bien sûr, généralement l'erreur max, elle est la tension max. Donc là, on peut bien sûr là monter la tension, donc ici au maximum. Voilà, 32 volts. Et à 32 volts, on voit qu'on est toujours bon. Donc là-dessus, c'est bon. Après, il peut y avoir des erreurs, je veux dire, justement, de linéarité. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est plutôt au niveau des très basses tensions. Déjà, si je règle 0, est-ce que j'ai 0? Alors là, on peut voir un truc qui est intéressant, c'est que quand je baisse la tension, là, on voit qu'elle baisse tout doucement. Alors pourquoi elle baisse tout doucement? Parce que bah, ça, c'est pas un très bon point. Il y a probablement un condensateur à la sortie de l'alimentation, et ce condensateur, bah, faut qu'il se décharge. Et il se décharge, bah, je veux dire, lentement. Comme je vous l'ai montré, le condensateur, on va voir qu'il va probablement avoir un effet dans la mesure où... même quand on a une limitation de courant, il faudra quand même qu'il se décharge. Maintenant, bon, il se décharge quand même relativement vite, avec peu de charge, donc je pense qu'il ne sera pas très important. Enfin, c'est sûr qu'on a mesuré. Donc là, bon, on peut voir que pour 0, on 40, moins 40 millivolts, voilà, là-dessus, c'est plutôt bon. Et là, donc, même si je mets ici 10 millivolts, on voit qu'on a 11, enfin, je veux dire, on est dans l'aspect de l'alimentation, donc voilà, on va dire que sur la justesse ici de la sortie, honnêtement, même à basse tension, voilà, on voit que on est tout à fait dans l'aspect de l'alimentation. Donc là-dessus, je veux dire, c'est plutôt un bon point, hein, c'est quelque chose que donc c'est facile à mesurer, sachant que bah, vous pourrez, je veux dire, enfin, avoir une idée de la justesse en fonction bien sûr, de la qualité de vos instruments de mesure. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, une deuxième chose qu'on peut aussi mesurer, justement, bah, c'est la tension, justement, quand elle n'est pas reliée à la Terre. Donc là, pour le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là en mesure alternative. Déjà, voilà. On va enlever la connexion par rapport à la Terre. Voilà. Et on va regarder la tension qu'il y a entre la Terre et la borne moins. Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a une tension de 8 volts D. Alors, ça peut paraître beaucoup. Maintenant, honnêtement, je veux dire, c'est tout à fait dans les valeurs auxquelles je m'attendais. Je m'attendais même éventuellement à plus. Hein, cette tension-là, il ne faut pas oublier qu'elle est mesurée ici avec une impédance d'entrée qui est très forte. Alors on peut voir que cette tension, en fait, déjà, elle est complètement indépendante du fait que l'alimentation soit allumée ou pas, je veux dire, la sortie. Ce qui est normal, hein, quelque part. Hein, c'est, je veux dire, la tension résiduelle. Mais même si on met quand même une charge comme celle-ci, hein, qui est mon adaptateur, je veux dire, basse impédance de multimètre, on voit que ça baisse la tension à 6 volts, mais elle reste quand même relativement élevée. Donc ça, il faut le savoir. Ça veut dire que quand votre alimentation va être utilisée, je veux dire en mode flottant, éventuellement, si vous l'utilisez avec une charge qui elle-même est à la Terre, par exemple un oscilloscope, un générateur, un truc comme ça, ben, il va y avoir, je veux dire, un certain courant qui va passer, je veux dire, dans la masse, ça peut éventuellement créer des problèmes. Donc bien sûr, si on relie maintenant, comme je vous l'ai montré, la masse comme ça, ben là, bien sûr, comme c'est court-circuite le système, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut quand même mesurer et connaître. Et c'est propre quasiment à toutes les alimentations, en particulier celle à découpage. Hein. Je vous ai montré que c'est le rôle de cette fameuse capacité Y qu'il y a généralement entre le primaire et le secondaire. Mais voilà, elle ne suffit pas à faire, à tout éliminer. Sachant que tout à l'heure, avec l'oscilloscope, on pourra regarder la forme de cette tension. Donc, on va dire, so far so good. On peut voir après donc les fameuses mémoires. Donc là, ça permet de choisir les tensions. Alors, il faut appuyer 2 fois rapidement. Voilà. Et si on appuie une seule fois, je veux dire, bah, ça permet de paramétrer. Donc là, voilà, 6 volts, 199, 8. Encore une fois, on est tout à fait ici dans les specs de ça. Là, par exemple, voilà, on peut se paramétrer des tensions comme ça. Maintenant, bah, ce qu'on va pouvoir vérifier, c'est la justesse du courant. Alors, pour vérifier ça, il faut bien sûr lui mettre une charge. Alors là, de 2 choses l'une. Soit vous avez une charge électronique,
Et dans ce cas-là, bah, ça va être assez facile, mais c'est quand même un appareil que tout le monde n'a pas. Après, si on veut des charges relativement, je veux dire, fortes pour tester, le plus simple, c'est de prendre des ampoules de voiture. Parce que là, je vais déjà faire pour faire les premières mesures. Alors, allons-y. Donc là, comme on peut le voir, j'ai pris une ampoule de voiture, donc une ampoule qui va consommer quand même pas mal de courant. Et là, donc, j'ai réglé l'alimentation pour 12 volts 10 ampères, sachant que j'ai mis ici l'ampèremètre là en série pour mesurer le courant. On va mettre là en route. Et là, on peut voir que ça s'allume, hein, ce qui est normal. J'ai 12 volts, on voit que ça consomme donc 4 ampères 186. Et on peut voir sur le multimètre 4 ampères 180. Donc là-dessus, on va dire qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je veux dire, c'est aussi très très juste là pour le courant. Ok, donc là, après, ce qu'on peut regarder, c'est la limitation de courant, justement. Donc imaginons que je limite le courant à 2 ampères. Je mets ici donc la limitation de courant. Fait que si maintenant je mets en route, bah, on voit que la tension ici s'ajuste à 3 volts. La lumière ici, l'ampoule brille faiblement, ce qui est tout à fait normal. Et que là, bah, le courant est bien limité à 2 ampères. Hein. Je rappelle, donc c'est le principe de la limitation de courant. Si le courant dépasse, bah, voilà, il va baisser la tension. Et là, on peut aussi vérifier que bah, voilà, 1, 999, 2... je veux dire, au niveau de la justesse des mesures, cette alimentation, pour l'instant, elle est vraiment très 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 bonne. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la fameuse protection au overcurrent. Alors là, on la paramètre ici. Alors là, par contre, il y a un bug. C'est que quand on se met ici en OVP, on voit que même si on se règle, je veux dire, pour régler le courant là, c'est toujours le minimum qui est pris. Donc ça, c'est un bug, pour moi, un bug alors qui est un peu chiant, parce que, je veux dire, si on veut la régler rapidement, bah, ça se règle par pas de 1 mA, ce qui est vraiment pas terrible. Alors, on va voir qu'il y a une autre façon de la régler. Il faut appuyer sur la touche ici, Output, en mode menu, et là, pour le coup, on a accès à différents réglages. On a la protection de la surtension, voilà, qu'on peut régler comme ça. Bon, c'est assez bizarre, là, pour le coup, au niveau de l'ergonomie. Voilà, là, on voit que l'Overcurrent Protection, ici, elle est on. Voilà, on peut la faire ici, on ou off. Enfin, bon, honnêtement, là, c'est un petit peu pourri, cette partie-là. Et là, bah, pareil, pour régler la valeur, c'est pas très clair, quoi. Alors, il y a aussi une protection de overpuissance, mais qui est pareil, n'est pas vraiment très très clair ici pour ça. Là, pour la mettre en route, là on voit qu'elle est off, voilà, là elle est on a priori. Donc là ça marche. Donc là, ça veut dire que là, normalement, si le courant dépasse, ça devrait couper l'alimentation. Alors allons-y. Et là, en effet, on voit qu'on a bien Overcurrent Protection, et on voit que ça a bien coupé la sortie. Donc ça fonctionne bien. Le côté réglage de l'overcurrent, overtension, bon, je ne vais pas m'y attarder. On voit que ça fonctionne quand même. Mais là, pour le coup, autant l'ergonomie jusqu'à présent était plutôt bonne, là, c'est quand même un petit peu moins bien. Alors après, on peut regarder ce fameux mode liste là. Donc le mode liste là, alors il faut se mettre là off, il faut appuyer là. Voilà. Et là, on va choisir les tensions sur lesquelles on veut que ça fonctionne. Par exemple, je veux dire, moi je veux que ça marche entre M3 qui est 2 volts pendant 10 secondes et M6 qui est 6 volts pendant 10 secondes par exemple. Et à ce moment-là, si on regarde maintenant la tension de sortie, donc là je vais me remettre en mode voltmètre, on voit que là si je me mets en route, on voit que j'ai bien 5 volts là pendant ici le temps. Et on voit que ça décompte justement, voilà, donc c'était pendant 10 secondes. Et derrière, toc, on voit bien. Donc là, on voit bien qu'on va avoir
cette alternance de tension. Donc ça peut des fois être intéressant quand même, par exemple, pour voir comment réagit un système avec différents, ou pourquoi pas programmer une charge de batterie ou de quelque chose comme ça avec plusieurs seuils de tension. Donc ça, bon, c'est pour moi pas la fonctionnalité la plus utile du monde. Elle a le mérite d'exister. Par contre, ce que je trouve dommage, comme j'ai dit, c'est que ça prend les mêmes mémoires que les mémoires préprogrammées. Et là, bon, je dirais que à la limite, on peut, généralement, comme on n'aura pas besoin de plus de 2 seuils de tension ou 3, on peut se garder par exemple M4, 5, 6 pour la partie liste et M1, M2, M3 pour les trucs préprogrammés. Enfin donc voilà pour ici ce mode liste. On peut dire qu'on a fait à peu près toutes les mesures quelque part statiques, à savoir la justesse de la tension de sortie, la justesse du courant, et on a vu que là, à ce niveau-là, c'était bon. Là, l'étape suivante, ça va être justement de faire des mesures dynamiques. Alors pour faire ça, par contre, là, on ne peut pas le faire avec un multimètre, il faut un oscilloscope. Et l'oscilloscope nous permet déjà de mesurer le fameux niveau de bruit qu'on peut mesurer en charge ou hors charge. Donc pour faire ça, par contre, il faut faire assez attention à ce qu'on utilise. Et là, je vais utiliser par exemple l'adaptateur que j'avais fait, qui permet justement là de brancher une sortie sur 50 ohms directement à la sortie de l'alimentation, ce qui permet d'avoir une mesure, je veux dire, relativement fiable et indépendante un peu des parasites extérieurs. Alors une autre chose que je vous ai pas dit qui est très importante, c'est que quand on mesure aussi la tension par exemple en charge, il faut bien la prendre à la sortie de la lime. Il ne faut pas oublier que les fils, ils ont une résistance. Là, bon, je vous fais pas la manip, mais si j'avais mesuré la tension de sortie de 12 volts à la sortie de la lime et aux bornes de mon ampoule, j'aurais sans doute eu moins aux bornes de l'ampoule, parce qu'avec 4 ampères qui passent dans mes fils, bah, il y aurait dedans une chute de tension. Donc c'est toujours pareil, hein, n'oubliez pas, quand vous faites des mesures, de toujours penser dire aux erreurs possibles, et qu'est-ce qu'on mesure exactement. Donc là, par exemple, pour mesurer la justesse de la tension, ce qu'affiche l'alimentation, c'est la tension à la sortie de l'alimentation. C'est pas au niveau de la charge. Alors, il y a des alimes, je vous en ai déjà parlé, qui ont ce qu'on appelle des entrées sense pour justement compenser ça, mais cette alime-là n'a pas ça. Si vous avez un oscilloscope, hein, vous pouvez brancher donc la sonde à la sortie de l'alimentation et régler bien sûr pour couplage alternatif. Comme ici. Donc là, l'alimentation, elle est sans charge et coupée. Donc là, bon, on peut voir, voilà, il y a un petit niveau de parasite. Donc là, je la mets en route. Voilà, donc là, elle est à 12 volts. Et là, ce qu'on peut voir, bah déjà, là, c'est ce gros niveau de parasite. Et donc, là, si on l'arrête, voilà, on voit ici qu'on a ces parasites. Et mine de rien, pic to pic, 1,4 volts. Ce qui est quand même, ma foi, beaucoup. Ici, voilà, on voit que ça monte qu'à 670, jusqu'à moins, presque moins 0,8 volts. Donc là, à vide, elle a ce gros niveau de parasite, et là, vraiment, pour le coup, elle n'est pas du tout dans ses specs. Maintenant, les specs, elles montent un petit peu, parce que il parle de ripple, d'ondulation. Cette notion d'ondulation, généralement, elle est quand même plus, je veux dire, proche de ce qu'on a avec des alimentations linéaires. Là, c'est vraiment un niveau de parasite, et c'est vrai que bah, ils en parlent pas trop. Mais voilà, là, on peut voir que c'est quand même relativement important. D'ailleurs, là, si on change la base de temps, voilà, on retrouve ici ces impulsions. Et donc là, je rappelle que là, l'alimentation, elle n'est pas chargée, elle est à vide. Hein. Donc là, si on met les curseurs, on peut voir que on a, voilà, là, ces impulsions, toutes les voilà, ici à peu près, hein, ce qui correspond à 53 kHz, qui est probablement la fréquence de découpage de l'alimentation à découpage. Et derrière, on a à chaque fois là ces ondulations qui sont un peu typiques, on va dire, là de ce qu'on peut avoir sur l'alimentation à découpage, surtout à vide, où il y a, on va dire, ça s'appelle du ringing, hein, là, et là, ça correspond à des fréquences beaucoup plus élevées. Parce qu'on peut voir que là, si on remonte, il faut aller plus vite, voilà. Là, ça nous fait un peu l'équivalent, voilà, de 5 MHz. Donc ça veut dire que bah, si on regarde l'analyse spectrale,
on aura déjà sans doute un pic à la fondamentale de découpage, mais voilà, ici, 5 MHz, sachant que, voilà, comme c'est assez distordu, on aura quelque chose. Maintenant, on va la mettre en charge et regarder ce que ça change. Donc là, je branche mon ampoule. Là, bizarrement, en charge, on voit que le niveau d'ondulation, en fait, il baisse un petit peu. Et que maintenant, il est plus que de 500 millivolts. Bon. Voilà. Bon, on a toujours ici ces pics, hein, je veux dire, récurrents. Mais ça change quand même un petit peu. Là, pour info, elle débite donc 4,2 ampères ici. Mais on a quand même un niveau peak-to-peak là de 700 millivolts. Bon, honnêtement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, sur les alimentations à découpage, c'est toujours le problème. Alors après, hein, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est probablement ce que je ferais peut-être, hein, s'il y a la place à l'intérieur, on peut généralement rajouter en sortie un filtre, et ça peut généralement améliorer. Hein. Je vous avais déjà montré ça, donc je ne vais pas refaire le truc. Mais enfin voilà, là, clairement, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et bon, c'est propre aux alimentations à découpage. Bon, il y a des applications dans lesquelles c'est pas gênant, d'autres sur lesquelles ça peut l'être plus. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait, quoi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu justement la réponse de la limitation de courant. Bon, comme il fallait s'y attendre, la limitation de courant, toujours à cause de ce foutu condensateur de sortie, elle a un temps de réponse qui est quand même relativement long, hein, si on regarde ici le curseur. Donc là, je rappelle le protocole de mesure, hein, j'ai mis une tension de 12 volts, une limitation de courant à 1 ampère, et donc je branche ici la charge, sachant que là, ce que je mesure, c'est le courant, avec un shunt à la sortie de l'alimentation. Et on voit qu'il lui a fallu à peu près 11 millisecondes pour réagir. Mais voilà, on voit qu'on a quand même eu ce pic de courant quasiment au courant max de la charge. Et derrière, voilà, il faut le temps de réagir pour le faire. Et donc ça, je vous l'ai déjà souvent expliqué. Si par exemple vous mettez une limitation de courant à 20 mA et vous voulez tester une LED avec ça, votre LED elle est morte, hein, parce qu'il y aura ce pic ici qui va être très très fort. Donc ça, on va dire, c'est pas vraiment un défaut qui est propre à cette alim, parce que je l'ai quasiment mesuré sur toutes les alims. Je veux dire, des alims qui ont des limitations de courant, qui réagissent très vite et qui ne font pas de dépassement, honnêtement, j'en connais pas beaucoup, et surtout, c'est à des gammes de prix qui dépassent ici. Donc c'est une sécurité, mais voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc ça, c'est une mesure, hein, je ne reviens pas sur la façon de la faire, hein, je vous ai montré ça dans beaucoup de vidéos, mais voilà, qui montre que là-dessus, je veux dire, elle est ni meilleure ni pire que d'autres que j'ai déjà testées. Et dernière mesure qui, ma foi, est relativement intéressante. Tout à l'heure, je vous ai fait la mesure entre la terre et la sortie moins, hein, dans le cas où l'alimentation était flottante, et mon multimètre disait une tension d'environ 8 volts. Et si je mets l'oscilloscope, hein, donc là, j'ai mis, on va dire, la masse de l'oscillo, donc qui est reliée à la terre de la lime, et j'ai mis la sonde donc sur la sortie moins, que l'alimentation soit en route ou pas, voilà ce qu'on a. Et on a un signal donc à 50 Hz, ce qui est ma foi relativement logique, mais on peut voir voilà avec une amplitude assez élevée. Donc que ça, et que vous me faites des mesures avec des choses comme un oscillo, un ampli qui lui est relié, vous aurez certainement un gros je veux dire, bruit de fond, un ronflement par exemple, hein, comme on peut dire, à cause de ça. Donc c'est quand même une mesure qui est intéressante. Encore une fois, c'est pas forcément un énorme défaut de cette alimentation. Je pense que la plupart des alimentations auront ça. Mais enfin, ça montre quoi? Ça montre que finalement, quand on a toujours intérêt à garder le moins, par exemple, relié à la terre, surtout si derrière on utilise un oscillo ou un truc comme ça, parce que ça éliminera ce genre de problème de façon très importante. Bon, alors dernière chose que je fais parfois, hein, ça va éventuellement de l'ouvrir pour regarder à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je veux dire, j'ai pas trouvé vraiment de mauvaises surprises. Je veux dire, on voit ici là ces deux radiateurs qui sont bien en face là du
comme on peut le voir, du ventilateur qui a priori se met en route que quand il y a besoin. Bon, pour pas faire une vidéo trop longue, je vais pas tout filmer. J'ai fait un essai à charge maximum de 10 ampères, et tiens les 10 ampères. Bon, le ventilo se met en route de temps en temps, mais enfin, je veux dire, ça c'est tout à fait normal. Alors on peut voir que là, au niveau de la sortie, bon, ça serait éventuellement faisable, mais je pense que c'est quand même pas seulement très simple de bricoler là la sortie. Par contre, il y a moyen, je pense, de rajouter un filtre dans la mesure où, voilà, on peut voir qu'en sortie, a priori, il y a cette self là, cette batterie là de condensateur, là la résistance shunt, mais je pense qu'ici, il y aurait moyen entre, je veux dire, voilà, la sortie et là, de rajouter quand même un filtre qui, à mon avis, quand même, pourrait bien améliorer. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Je vous montrerai ça. On peut voir que là, il y a une diode de protection en parallèle sur la sortie. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, voilà. Non, sinon, la qualité de fabrication, on veut dire, bon, dans cette gamme de prix d'alimentation, il n'y a rien à y redire. Je pense que c'est assez bon. On peut voir que sur le primaire, il y a quand même, voilà, on peut voir la self de mode commun, condensateur X2Y. Donc là-dessus, je veux dire, c'est relativement bon. Bon, voilà, bah, je m'aperçois que cette vidéo, elle est quand même relativement déjà bien longue. Mais enfin bon, on va dire, allez, c'est les vacances. Puis on peut toujours la regarder en vitesse x2, ça la fera durer 2 fois moins longtemps. Alors, bah, globalement, voilà, ça vous montre quand même, hein, c'était un petit peu aussi ça le but, un petit peu, voilà, le genre de mesures qu'on peut faire et les différents critères qu'on peut avoir pour juger de la qualité d'une alimentation. Alors, il y en a un aussi qui compte énormément et qui compte beaucoup, quand j'ai l'habitude des fois comme ça de donner une note à la fin, c'est le rapport qualité-prix. En effet, je veux dire, faut pas s'attendre des fois à avoir des performances d'une Alim à 3000 € pour une Alim qui en vaut 100. Je vois souvent hein, dans les groupes Facebook et autres, des fois des gens là qui se permettent de faire des fois des remarques en disant ouais tel appareil, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, pour un oscilloscope par exemple qui vaut 50 € quoi. À un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Je dirais même pour l'instant, on a une chance inouïe. Dans les années 80, une Alim qui aurait ce genre de performance, ça valait plusieurs milliers de francs. Alors que maintenant, je veux dire, on peut avoir ce genre de matériel de façon bien plus abordable. Même, on voit que maintenant, pour 300 ou 400 €, on peut avoir un oscilloscope avec des performances extraordinaires. Alors qu'avant, pour proportionnellement le même montant, dans les années 80, on avait un oscilloscope analogique à 20 MHz. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui compte. Pour info, à la date de cette vidéo, cette alimentation, elle vaut 107 € sur Banggood à la date où je l'ai acheté. Alors je dis bien à la date parce que c'est pour ça que souvent je donne pas trop de prix dans les vidéos parce que les prix ça va, ça vient selon les sites, selon les moments, les promos, les machins. Mais enfin voilà. Et donc, qu'est-ce que je pense de cette Alim? Bah, je veux dire, si on regarde bien, elle est quand même globalement pas mal. Et je veux dire, elle a des défauts. Mais par rapport à d'autres alimentations, je veux dire, similaires à découpage que je vous ai déjà montré, elle est à peu près dans la norme. Alors c'est vrai qu'elle a un niveau de bruit relativement important, mais enfin, souvent c'est le cas. On voit aussi que bah, y a cette histoire d'imitation de courant, mais c'est le cas sur quasiment toutes les alimes. Enfin voilà, je veux dire, elle n'a pas de défaut vraiment électrique spécifique. Après, ce qui fait que je baisserai peut-être un peu sa note, c'est ce bug là sur le réglage de l'OCP là qui est un petit peu pas terrible. Puis le fait que autant l'ergonomie est bien pour je veux dire l'utilisation je veux dire courante simple, sinon c'est un petit peu fouillis. Et le fait aussi que ben voilà, il n'y a pas de dock du tout sur la partie programmation. Je vous montre pas le soft parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose à voir. C'est vraiment je veux dire un truc relativement tout bête. Vous pouvez le télécharger sur le site hein, si vous voulez l'essayer, parce que vous pouvez voir la gueule qu'il a comme ça. A priori, j'ai vu qu'il y a un gars qui avait mis sur GitHub un soft qu'il a développé en JavaScript, a priori, pour justement piloter la lime. Bon, j'ai essayé de le faire marcher, mais bon, apparemment, ça ne marche pas directement sur Windows. Il faudrait regarder pourquoi. A priori, ça a été fait plutôt pour Linux. Donc moi je dirais cette Alim, bah, je lui donnerais comme une note 14-15 parce que voilà quand même globalement elle fait plutôt bien le job. Donc
Tiens, bah ça alors, Maurice. Ah bah oui, alors pourquoi t'es revenu ici? Bah parce que je vois, il y a beaucoup d'internautes qui se plaignaient. Ouais, Maurice, où est-ce qu'il est? Maurice, on ne le voit plus, patati et tout. Donc en même temps, comme il fait une chaleur à crever dans le lab, tu t'es dit, on va venir ici où il fait meilleur. Bon, alors Maurice, allez, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Tu te poses une question. Est-ce qu'un cannibale qui fait l'amour à une fille, on peut dire qu'il saute un repas? Eh ben, décidément, tu fais fort, toi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes en vacances, bah, profitez-en bien. Dans tous les cas, bah, préservez-vous de la chaleur, parce que c'est vrai que même si ici en Vendée, on n'a pas été pour l'instant les plus touchés, a priori, ça va venir aussi. Allez donc, bah, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.